Aujourd'hui, à l'interface entre différents grands événements. Vous avez la COP 14 qui vient d'être organisée avec la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et aujourd'hui même, vous avez la conférence mondiale sur le climat qui démarre. Et nous, on est à l'interface. On démarre aujourd'hui notre climat, notre atelier sur les questions de climat, de désertification, avec les participants de la Grande Muraille Verte, les participants de l'Académie des sciences de Chine, mais les participants aussi des autres académies africaines qui sont là. Et les participants de la Grande Muraille Verte. Et les universitaires sont là aussi. Parce qu'on n'a pas voulu nous focaliser uniquement sur Dakar. Toutes les universités ont envoyé des représentants, Ziguinchor, Bambey, Thiès. Les thématiques, c'est encore une fois les questions de zones arides, semi-arides, bien sûr. Nous allons focaliser sur le Sénégal, l'Afrique, mais on l'ouvre dans une perspective mondiale, puisque la Chine est là pour donner son expérience. Parce que lorsqu'on parle de Grande Muraille Verte, il ne faut pas toujours se focaliser sur l'Afrique en pensant qu'il n'y a que l'Afrique qui développe une Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. L'Inde développe sa Grande Muraille Verte. Vous avez même une autre Grande Muraille Verte qui se trouve au nord du Sahara. Tous les pays du Maghreb là, qui souffrent aujourd'hui de sécheresse développent aussi leur Grande Muraille Verte. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'on a voulu faire, c'est tirer maintenant parti de tout ce moment qui est historique, hein, parce que depuis l'accord de Paris, ça va faire 5 ans, les choses ne bougent pas trop. On essaie de voir comment, maintenant du point de vue scientifique, on peut apporter des résultats sur la base de tout ce que les gens vont nous présenter ici, de la Chine, du Zimbabwe, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de collègues ici qui sont représentés. Et voir comment on va tirer la quintessence de tous ces éléments, dont demain après-midi, on va s'asseoir, faire le résumé, la synthèse, des discussions objectives autour, critiques, et voir qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur, du point de vue maintenant coopération, avec ces grandes institutions qui travaillent sur ces questions depuis de très nombreuses années. Ils ont de très bons succès en partie. Ils ont aussi des échecs, comme nous avons des succès, nous avons des échecs. Mais comment on peut venir sur une base gagnant-gagnant, essayer de voir quelle expérience tirer et comment aller de l'avant. Bien sûr, ça va demander des financements, ça va demander l'implication du politique, parce que ce n'est plus une affaire scientifique seulement, mais c'est une affaire science-politique. À la lumière de ce qu'on arrive à découvrir au plan scientifique, comment est-ce que les politiques peuvent agir pour mieux booster le développement économique. Et vous voyez que la base, c'est les ODD, que vous connaissez bien, les objectifs de développement durable. 2030, c'est la limite, hein. Et aujourd'hui, 2030, c'est demain. Parce on est à 11 ans, hein. Parce qu'après, c'est 2020, dans 10 ans, c'est 2030. On a l'impression que lorsqu'on parle de 2030, c'est pas loin, en fait. Et 2030, c'est l'objectif final. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est important pour que l'Afrique aussi ait son agenda. L'agenda de l'Afrique est beaucoup plus... C'est 2063. Parce qu'ils ont une perspective beaucoup plus lointaine. Parce qu'ils se disent que le temps de former les jeunes, le temps d'avoir accès à la science, au financement, etc., ça va prendre du temps pour consolider les résultats au plan du développement durable. Voilà. Alors, pour la coopération scientifique, technique, innovation, il y a d'excellentes expériences aujourd'hui que la Chine développe. Si vous allez à l'ouest de la Chine, dans la partie ouest, c'est le désert de Urumqi, etc. Actuellement, il y a des expériences réussies de fixation, par exemple, des dunes, de collecte de l'eau qui est même salée, mais avec sélection de plantes qui sont adaptées. Aujourd'hui, ils exportent, comme le font beaucoup de pays, comme, par exemple d'Israël, ils exportent des produits maraîchers, des produits fruitiers et en très grand volume à partir de leur désert. Cela veut dire donc que le désert, ce qu'on considère comme désert, zone évidemment sensible, mais ici comme zone non productive, ce n'est pas vrai. Les déserts sont très riches, ça dépend de la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, tout le monde sait que dans nos déserts, là, vous allez dans le Sahel, vous allez dans etc., vous avez énormément d'eau dans le sous-sol, par exemple. Les aquifères renferment des milliards, je peux dire, sans exagérer. Je ne parle même pas de millions de mètres cubes, des milliards de mètres cubes.
mais comment les exploiter de manière rationnelle pour pouvoir en faire des facteurs de développement pour l'agriculture, pour l'irrigation, fixer les dunes, reverdir, on parle de reverdir par exemple le Ferlo, reprendre un peu certains oasis dans d'autres domaines, etc. Voilà, ça c'est le challenge. Mais ça va demander des investissements énormes. Et ces investissements, c'est exactement la thématique dont la COP 14, la Convention sur des parties sur le NCCD, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, est en train de pousser. Ils ont poussé vraiment pour qu'il y ait non seulement de très grandes subventions, mais aussi la création d'outils de travail, mais la formation. Et donc à la base, et encore une fois je reviens à votre question, à la base, il n'y a rien à faire, il faut que vous passiez par la science, la technique, l'innovation, c'est la base. Et ça c'est le credo aussi de ce qu'on peut tirer de l'expérience chinoise. Les Chinois ont énormément investi sur la formation, la science, la technologie, l'innovation. Et aujourd'hui, ça a créé un boost pour tout ce qu'ils font, dans tous les domaines. Il faut que l'Afrique s'inspire aussi de ces expériences. Nous avons sûrement notre expérience, mais voilà, nous allons échanger sur tout ça et voir quelles sont... Alors, ces deux manifestations sont très importantes. Elles sont organisées par l'Académie nationale des sciences techniques du Sénégal, en collaboration avec le programme mondial sur la gestion des écosystèmes, en tout cas les écosystèmes arides, du programme des Nations Unies pour l'environnement, mais aussi l'Académie nationale des sciences et des sciences de Chine, et aborde la question majeure de la gestion durable des écosystèmes, des zones arides, mais en particulier des zones sahariennes, mais aussi des zones arides d'autres continents. Dans le cadre d'un atelier régional. Mais aussi, en même temps, cet atelier régional fera suite à une conférence scientifique autour du même thème, de la gestion des écosystèmes des terres arides, mais également comment ces écosystèmes interagissent avec le climat et la société. Vous savez, les écosystèmes jouent un rôle très important, parce qu'ils permettent déjà de stabiliser le climat, mais également elles offrent beaucoup d'outils et de moyens de subsistance aux populations des régions où ces écosystèmes se trouvent, et de façon plus générale, elles constituent des endroits très particuliers pour la biodiversité mondiale. Et pour toutes ces raisons, il est important bien sûr de toujours étudier et développer de nouvelles connaissances, bien entendu pour gérer de façon appropriée mais surtout durable des écosystèmes, en particulier donc ces écosystèmes des terres arides qui sont des écosystèmes particulièrement fragiles et vulnérables. Mais également, il sera nécessaire d'utiliser ces connaissances pour développer certainement des technologies, des outils, des méthodes de gestion, mais tout simplement des méthodes pour développer des services tirés de ces écosystèmes. Ces écosystèmes, je n'ai pas suffisamment dit, jouent également des services importants, à la fois pour les populations, la santé de ces populations, leur survie, la nourriture, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, donc, cet atelier intéresse particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en particulier donc, la Direction générale de la recherche, pour les résultats qui permettra de produire, mais également pour le partenariat qui se tisse ainsi entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, son académie sœur de Chine, mais aussi les programmes internationaux de gestion des écosystèmes, pour véritablement permettre de capitaliser de façon interdisciplinaire donc des connaissances
scientifiques éprouvés donc, sur cette question. Pour donc, bien entendu éclairer la décision politique, mais surtout aussi permettre d'assurer une gestion efficace, mais une gestion durable des écosystèmes. Tout à fait. La Grande Muraille Verte, dans mon discours, a déjà été cité en exemple lors de la dernière COP 14, donc sur la désertification qui a eu lieu à New Delhi. Et ça va être aussi un exemple important et un objet d'étude important au cours de cette conférence et de cet atelier scientifique. Donc, bien entendu, il y a d'autres exemples ailleurs, y compris en Chine, qui serviront aussi d'ateliers et qui permettront de fertiliser, de croiser les expériences et partager également des connaissances scientifiques pour franchir encore un cap important.